notre invité politique ce matin, c'est donc Patrick Kanner. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur du Nord, président du groupe socialiste ici au Sénat. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Qui entouré de est nordistes. triste comme moi parce qu'on a perdu hier soir. Ouais, voilà, oui, j'allais vous en parler à la fin, mais on parlera de Lille, allez, à la fin, on dira un petit mot. D'abord l'Ukraine, bien évidemment. Vladimir Poutine qui défie les Occidentaux. Il a reconnu les provinces séparatistes pro-russes d'Ukraine. Il y envoie l'armée. Il dit que les accords de paix n'existent plus malgré les tentatives de dialogue d'Emmanuel Macron. La tension monte. Est-ce que vous soutenez le chef de l'État dans ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait ce qu'il pouvait et ce qu'il devait, selon vous, Emmanuel Macron? Bien sûr que le chef de l'État devait faire ce qu'il pouvait en la matière. Chef de l'État, ça veut dire en France, chef de la diplomatie, chef des armées. Et donc le président a fait son devoir en tant que tel. La question, c'est est-ce qu'il a réussi? La réponse est non. La réponse est non. Il a été instrumentalisé, manipulé. Et si je reprends l'intervention hier de mon ancien patron, François Hollande, il a raison de dire qu'avec Poutine, il n'y a pas de séduction qui marche. La France s'est fait mener en bateau. Avec Poutine, il ne comprend que le rapport de force. Mais donc on a péché par naïveté. On peut le dire. Et moi je vois ces images terribles. C'est quand même Emmanuel Macron dans sa stratégie. Écoutez, il a fait son devoir, je le répète. Simplement... il s'est illusionné. Vous avez bien compris, je n'étais pas présent au moment du dialogue. Mais passer des heures et des heures avec quelqu'un qui vous a regardé comme un Ramina Grobis en disant « Mais viens mon petit Macron, tu vas voir ce que tu vas voir », voilà ce qui s'est passé. Et voyez-vous ces images, cette table avec 5 ou 6 mètres ou 7 mètres, je crois, de distance pour ridiculiser Emmanuel Macron qui a accepté quand même cela. Donc c'est l'image de la France qui a été ternie. Donc il n'aurait pas dû accepter ça pour... En tout cas, il devait sûrement prendre beaucoup d'initiatives, mais en aucune manière laisser penser qu'il a été manipulé, et il l'a été. Et il affaiblit la France en faisant ça? Globalement, la parole de la France, mais il n'y a pas que lui. Olaf Scholz, il a été traité de la même manière. Donc avec Poutine, c'est le rapport de force. C'est le langage. Alors justement, M. Kanner, quel rapport de force peut-on engager? Parce qu'il y a le discours, même pas martial, des Européens, mais qui appelle à des sanctions. Elles sont discutées à l'heure actuelle. Elles commencent également. Elles vont toucher la finance russe, mais elles n'apparaissent vraiment pas de nature à faire bouger Vladimir Poutine. Disons-le très clairement, nous n'allons pas mourir pour l'Ukraine. C'est terrible de dire ça peut-être, mais c'est la réalité. C'est-à-dire les 2 provinces autoproclamées de Lugansk et de Donetsk, vont être de fait annexées. Pas comme la Crimée en 2014, ce sera des méthodes différentes, mais elles vont être rattachées à la Russie. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la prochaine étape, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est Mariupol. Oui. Mariupol, c'était cette ville qui est intermédiaire entre la Crimée et ces 2 provinces, et on va faire un corridor. Si vous avez un peu de mémoire historique, et vous en avez, ça fait penser à l'Anschluss, les Sudètes, le corridor de Danzig. Tout cela... Si on parle des Sudètes, c'est qu'on pronostique une guerre mondiale. On n'en est peut-être pas là. Mais en tout cas, il ne faut pas de lâcheté. Il ne faut pas de lâcheté. Mais alors que faire? L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Il n'y a pas donc de réciprocité d'intervention. L'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne. C'est peut-être un problème. Il demande d'ailleurs à intégrer l'Union européenne pour être protégé vis-à-vis de l'Empire russe. Il faut y réfléchir pour vous? Je crois que c'est une question qu'il faut se poser. Le président français qui cumule le candidat président, le président candidat, le président de la République, le président du Conseil de l'Union européenne, peut-être qu'il devrait s'interroger d'ailleurs s'il avait dû accepter cette présidence de l'Union européenne. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Et je considère qu'en tout cas, cette question se pose parce que l'Ukraine est aux portes de l'Europe institutionnelle et fait partie finalement de notre histoire commune. Mais juste un dernier mot sur les sanctions. Vladimir Poutine, par exemple, il est exclu lui-même de la liste des personnes sanctionnées par l'Union européenne. Est-ce que ça, c'est un signal de faiblesse? Et je sais que sa fille a une très très belle villa près de Saint-Tropez et qu'on ne touchera pas manifestement. C'est un signal de faiblesse de la part de l'Union européenne? C'est peut-être la prochaine étape, c'est-à-dire de toucher au portefeuille comme on l'avait fait avec la mafia américaine à une autre époque. Ce qu'ont commencé à faire les Américains avec les sanctions qui touchent la caisse des dépôts et consignations russes. Ce qu'espèrent en fait les pays occidentaux, c'est qu'en touchant aux intérêts financiers russes et aussi aux oligarques, eh bien quelque part ils soient lâchés. Parce que le lien avec l'argent et Poutine, c'est quelque chose quand même. Donc peut-être quand même que les oligarques, quand il y aura des sanctions qui mettront en péril le fait d'aller pouvoir skier à Courchevel, le fait d'aller pouvoir jouer au casino à Monte-Carlo, peut-être que
ils se demanderont, mais est-ce que finalement Poutine n'est pas en train de nous emmener dans le mur? Votre candidate Anne Hidalgo tient une conférence de presse aujourd'hui pour parler du sujet de l'Ukraine. Pour dire quoi? Pour dire, peut-être ce que je viens de vous dire, moi je ne suis pas le porte-parole d'Anne Hidalgo, même si je suis très proche d'elle. Mais très proche soutien. Mais je pense pour dire qu'on ne peut pas laisser l'Ukraine seule face à l'ogre russe. Et ça passe par une démarche européenne, mais je lui laisse l'exprimer en tant que tel. On dit aussi qu'elle veut mettre face à ses responsabilités Jean-Luc Mélenchon, face à son discours qualifié de pro-russe. M. Mélenchon, vis-à-vis de dictateurs, qu'ils soient d'Amérique du Sud, qu'ils soient de Russie ou qu'ils soient de Chine, parce que ce sont des dictatures ou des démocratures, comme on dit, mais enfin, peu importe. C'est vrai qu'il a parfois géométrie variable, une analyse différente sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Manifestement, il a eu des déclarations sur Taïwan qui sont extrêmement inquiétantes, en disant, il n'y a pas très longtemps, en disant, mais finalement, si Taïwan se déclarait indépendante, ce ne serait pas anormal, finalement, que la Chine puisse Et là, avec envahir. la Russie, il est trop complaisant pour vous? En tout cas, ce que je sais, c'est que l'exemple de Poutine peut donner de mauvaises idées à d'autres dictateurs dans le monde. Et c'est tout l'équilibre, finalement, institutionnel qui est menacé dans cette partie du monde. Et moi, j'en suis très inquiet. Je ne parle pas de guerre mondiale. J'ai évoqué les Sudètes, mais je ne parle pas de guerre mondiale. Mais je trouve quand même que la faiblesse des démocraties, vis-à-vis de ce type de manœuvre, de ce type d'ambition, eh bien, peut tuer globalement la démocratie. Un dernier mot sur ce sujet. Est-ce que le président de groupe que vous êtes demande un débat parlementaire sur cette question? On n'a plus beaucoup de temps pour le faire. Le gouvernement aurait pu prendre l'initiative. Peut-être que nous allons parler du Mali. Mais bon, très honnêtement, on n'a plus le temps pour le faire. Mais néanmoins, et je le dis à votre micro, si le président de la République, le gouvernement estimait qu'il était intéressant d'informer le Parlement, de pouvoir et donc de se réunir autant que tel, bien évidemment, nous serons présents physiquement au Parlement autant que de besoin. Et justement, on va parler du Mali, puisque là, il y aura un débat cet après-midi au Sénat sur la stratégie française au Sahel, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière le retrait des troupes françaises du Mali. Est-ce que c'est un débat encore utile, du coup? Tout d'abord, en écoutant votre chaîne, vous avez dit un débat à l'initiative du gouvernement. Non. Juridiquement, oui, mais pas politiquement, puisque j'ai, il y a 3 semaines, exactement demandé l'organisation de ce débat. Mais quoi de plus normal? Enfin, le fait qu'un président de groupe soit amené à demander au Premier ministre, qui d'ailleurs en cours de séance a eu l'autorisation par le président de la République d'organiser ce débat, il a répondu plus tard à Christian Cambon, ça montre bien qu'il y a une difficulté. Alors, le débat 51 restera utile, nous aurons des choses à dire, mais il est vrai que faire un débat une semaine après la décision de sortir du Mali, permettez-moi de penser que c'est encore une mauvaise manière vis-à-vis du Parlement. Il aurait fallu partir plus tôt, comme l'a soutenu François Hollande. En tout cas, notre place n'est plus au Mali. Non, mais est-ce qu'il aurait fallu le faire plus tôt ou est-ce qu'il a fait dans le bon calendrier? Peut-être qu'il aurait fallu un débat au Parlement qui aurait permis de prendre une telle décision plus tôt si on devait respecter le Parlement, ce qui n'est pas le cas, vous le savez. Donc oui, aujourd'hui, depuis 5 ans, il y a un délitement. Je dis bien depuis 5 ans. Je ne jette pas la pierre au président de la République actuelle, mais il est vrai qu'à la fin du quinquennat de François Hollande, nous étions encore les bienvenus au Mali, ce qui n'est plus le cas depuis maintenant de nombreux mois, voire même de nombreuses... Il y a eu un putsch. Il y a eu certains putsch, mais pourquoi y a-t-il eu un putsch? C'est ça la question. À cause de la France? Non, c'est pas à cause de la France. Mais ça signifie que quelque part que l'engagement que nous avions pris d'augmenter, j'ai envie de dire, l'aura démocratique au sein du Mali, d'aider au développement du Mali pour lui permettre justement d'éviter de voir des militaires se prendre la tête pour dire mais on va prendre le pouvoir. Tout ceci peut-être n'a pas été fait suffisamment et depuis 5 ans, on a eu une présence militaire point barre, et pas suffisamment de développement économique du Mali et de la zone Sahel en tant que telle, parce que le meilleur antidote face à Daesh, face aux extrémismes, face aux juntes, c'est le développement économique. Donc il y a eu une mauvaise stratégie pendant ce quinquennat. En tout cas, des absences regrettables. Et aujourd'hui, le président de la République sort du Mali en disant mais on restera quand même au Sahel. Affaibli, la France sera affaiblie aujourd'hui. Bien sûr, mais on est sur la même logique que sur la Russie. Je trouve que la parole diplomatique de la France aujourd'hui pèse moins qu'elle ne pesait historiquement. Donc Emmanuel Macron qui refuse de parler d'échec, vous dites oui, c'est un échec. En tout cas, dans toutes les hypothèses, il
y aura peu d'occasions d'en débattre parce que il procrastine sa déclaration de candidature avec un argument international. Et pour vous, il n'a pas raison quand on voit la situation internationale. Est-ce qu'on se dit, mais finalement, il a eu raison de ne pas se déclarer si tôt ? Est-ce que là, il aurait pu être un président en campagne, vu la situation ? Écoutez, les institutions font que nous avons aujourd'hui un président de la République qui est en fonction jusqu'à la dernière minute, mais qui est face à une campagne électorale potentielle. Il a décalé, il continue à décaler. J'espère qu'il n'oubliera pas que le 4 mars, c'est la fin, quoi. Et que finalement, il y a une élection présidentielle. Parce qu'on peut aussi enjamber l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il cherche à faire pour vous ? Bien sûr. Toute la stratégie de M. Macron, c'est qu'il puisse, avec un temps très court, ne pas avoir à rendre des comptes. Eh bien, moi, je dis à votre micro que le président doit rendre des comptes, y compris sur sa politique internationale. Et être candidat 1 mois avant l'élection présidentielle, dont il a choisi la date, je vous le rappelle. On aurait pu imaginer, parce qu'on a dit, ah oui, lui, mais ça marche pas. Il y a déjà eu des élections pendant des jours fériés. Donc, en fait, nous avons à peine 1 mois de campagne réelle, au moment de la déclaration du président de la République, quand il le décidera. Et ça, c'est une atteinte au bon fonctionnement de nos institutions. Ouais, c'est une guerre éclair qui, selon vous, trahit le message démocratique. En tout cas, peut-être qu'on est en train de nous voler l'élection présidentielle. Le président de la République, il vole la campagne aux Français, il vole l'élection présidentielle aux Français pour vous ? S'il n'est pas candidat et s'il ne présente pas son bilan et s'il continue à utiliser les moyens de l'État, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais, comme je le dis souvent, métaphore cinématographique, la REM, ça ose tout, la Macronie, ça ose tout, c'est à ça qu'on la reconnaît. Voilà. On prendra la métaphore. On va parler des parrainages. Oui, parce que le Premier ministre Jean Castex, qui a demandé aux élus hier, alors il était à l'Assemblée, d'accorder leur parrainage, leur rappeler quand même qu'il y avait en effet parrainage ne signifiait pas soutien. Il invite les associations d'élus ainsi que les présidents du Sénat et de l'Assemblée demain pour évoquer la question. Est-ce que c'est une bonne initiative ? Monsieur Lécuyer, deuxième métaphore cinématographique, qu'est-ce qu'a dit Christian Clavier dans Les Visiteurs ? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Alors pourquoi ? Mais qu'est-ce que vient faire l'exécutif dans cette affaire des parrainages ? Je vous expliquerai ce que j'en pense. Mais nous sommes à 1 semaine de la fin de la procédure. 1 semaine de la fin de la procédure. Le Premier ministre convoque les 2 présidents de chambre, les présidents et présidentes d'associations d'élus pour leur dire « Ah, il y a déni, je ne prends pas l'accent, je ne sais pas le faire, un déni de démocratie, il faut quand même que tout le monde puisse candidater. » Mais qui tout le monde ? Modèle Bayrou avec sa braderie, non pas de Lille, mais sa braderie des parrainages. Banque des parrainages. Oui, la braderie des parrainages. Mais bien sûr que c'est une braderie, puisqu'il dit, il choisit ses candidats. Il dit, attendez, oui, mais quelques dizaines ou centaines, je ne sais pas, de parrainages potentiels, on les donnera à ceux qui peuvent vraiment postuler. Mais de quel droit ? Ceux qui ont au-dessus de 10% mais en quoi la candidature d'Mme Taubira est moins légitime que celle de M. Zemmour ? On soutient les fachos plutôt que des gens qui ont une vision démocratique de la société. Mais pour vous, il n'y a pas de problème avec justement ce système de parrainage ? Alors, je termine d'abord mon argument et je vous dis ce que j'en pense. Donc, M. Castex n'a pas à se mêler de cette question à 1 semaine. C'est de la tambouille, c'est du tripatouillage. Et le seul objectif, c'est de permettre à Le Pen et à Zemmour d'avoir leur parrainage parce qu'il ne veut pas se retrouver avec Macron devant Mme Pécresse. Parce que Mme Pécresse peut battre Monsieur Macron. Ce qui est peut-être moins le cas de Zemmour ou de Le Pen. Moi, je préfère que ce soit Hidalgo qui batte Macron, mais ça, c'est un autre débat. Oui, on va en parler. Non, mais juste pour vous, il ne faut pas qu'Éric Zemmour ait ses parrainages, il ne faut pas que les élus aident Éric Zemmour ne dis pas cela. Je ne dis pas cela. C'est ce que dit Anne Hidalgo, par exemple. Je dis que ce n'est pas... Nous disons que nous avons une candidate et nous poussons les nôtres à soutenir notre candidate. Oui, bon, elle a largement ses parrainages. Est-ce qu'il faut que les élus aident Éric Zemmour à avoir ses parrainages ou pas ? Écoutez, que les élus le décident, ça c'est leur problème. Mais que l'exécutif s'en mêle est pour moi un scandale d'État. L'exécutif n'a pas à se mêler, séparation des pouvoirs. Il y a une constitution, il y a des lois organiques. Cette règle est une règle sûrement qui doit être adaptée. Et je le dis à M. Castex pour répondre à votre deuxième question. Nous avons proposé. En février 2021, Éric Kerrouche, qui est monsieur élection dans notre groupe, a proposé dans le cadre d'une loi organique sur l'élection présidentielle de modifier les règles de parrainage en proposant un mixte très simple, non pas 500 parrainages d'élus, mais 250 et 150 000 soutiens citoyens clairement
identifié avec des règles pour que les choses ne soient pas manipulées, bien évidemment. Donc, et qu'est-ce qu'a dit le gouvernement à l'époque ? Passé, il n'y a rien à voir. Comme d'ailleurs, il nous a dit sur le vote par correspondance, passé, il n'y a rien à voir. Comme il nous l'a dit sur le vote sur 3 jours, passé, il n'y a rien à voir. Donc ce gouvernement, depuis 5 ans, est prévenu, archi prévenu, notamment par le groupe socialiste au Sénat, qu'il y a un problème démocratique dans notre pays. Et maintenant, une semaine avant la fin des parrainages, il dit réunissons-nous, on va essayer de trouver une solution. Alors, j'entends ce que vous dites, mais Anne Hidalgo. Je suis en colère, vous l'avez compris. Bien sûr, je l'entends. Mais Anne Hidalgo a été même plus loin dans une vidéo à France Inter, c'est-à-dire qu'elle a estimé que un parrainage ne pouvait pas être donné à une personne qu'elle a qualifiée de fasciste et raciste. Est-ce que c'est pas aussi là une façon pour elle d'influer sur justement la position des parrains potentiels? Attendez, Madame Hidalgo est candidate, elle a le droit de dire ce qu'elle pense des autres candidats. Monsieur Zemmour est un néofasciste. Elle a raison. Bon. Est-ce qu'elle a raison? En tout cas, moi je considère que dire ce qu'est réellement un candidat, oui. Non mais vous nous répondez pas. Est-ce que oui ou non les élus doivent aider Éric Zemmour à avoir leur parrainage ou pas? Mais c'est leur responsabilité. Bon, donc vous n'êtes pas forcément sur la ligne d'Hidalgo. Moi j'ai un sénateur dont je tairai le nom qui va soutenir M. Poutou, voilà, parce qu'il estime qu'en conscience, il a envie de... Mais chaque élu est responsable. Il y a 42 000 élus. Le fait qu'un candidat n'arrive pas à avoir 500 signatures sur un corps électoral, entre guillemets, de 42 000 élus, montre bien qu'il y a un problème. Et je reprends ce que disait sur un tweet Hugues Granson, vice-président de l'Assemblée nationale, en disant, mais finalement, le problème démocratique, c'est pas que des gens n'aient pas leur signature, mais c'est parce que des élus considèrent qu'il ne faut pas donner leur signature à des gens qui menacent la démocratie. Et Hugues Granson a raison. Allez, Julien, vous parlez d'Anne Hidalgo. Oui, Anne Hidalgo, qui dans les sondages est désormais dépassée par le communiste Fabien Roussel. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je veux simplement rappeler que si Fabien Roussel arrivait devant Anne Hidalgo au premier tour de la présidentielle, ce serait la première fois qu'un communiste dépasse un socialiste depuis, vous connaissez la date? C'est depuis les années... 1969. Jacques Duclos, oui, Jacques Duclos. Jacques Duclos face à Gaston Defferre. Monsieur X. Voilà, alors ce serait exceptionnel. Je ne sais pas si ce serait une réussite. Attendez, tout d'abord, les sondages, les vrais sondages vont arriver au moment de la déclaration officielle de candidature des uns et des autres. Premièrement. Deuxièmement, vous savez comment sont constitués les sondages. Je vous renvoie vers un grand journal du soir qui a décrypté la manière dont cela est fait. Donc les panels sont, je dirais, organisés et réorganisés. On est en train de fabriquer l'opinion publique dans ce pays. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des tendances, mais je veux dire, rolling après rolling, de demi-point en demi-point, voilà la réalité de la vie politique française. Rendez-vous le 10 avril, monsieur Lécuyer. Nous faisons campagne. Et je ne crois pas un seul instant que Mme Hidalgo soit à 2, 2,5, 3%. Voilà, je vous le dis comme ça. Vous pensez qu'elle est à combien? Je me bats, nous le verrons bien. Oui. Je me bats, il y a une campagne. S'il y a une campagne électorale, c'est parce qu'on estime que ça peut faire bouger les lignes. Et dans ce cadre, très simplement, on est en train de dire, mais finalement, à quoi sert une élection, à quoi sert une campagne, puisque tout est dit dans les sondages de l'IFOP, d'Ipsos, des labs. Non, mais est-ce que les sondages ne disent pas, à contrario, est-ce que les sondages ne disent pas quelque chose? Comme vous dites, oui, ils donnent une tendance. Ils donnent une tendance, et cette tendance est plutôt baissière du côté d'Anne Hidalgo. Elle est plutôt en dynamique du côté de Fabien Roussel. Ça veut dire que concrètement, la campagne d'Anne Hidalgo souffre d'un problème. Maintenant, la campagne d'Anne Hidalgo... Et la campagne a commencé, parce que souvent la critique était la campagne n'a pas commencé. Oui, là, elle a commencé. Vous savez, je vais vous dire quand même qu'elle commencera vraiment quand Macron sera candidat. D'accord, il restera peu de temps, en effet. Il restera trop peu de temps. Mais nous continuons. Le programme va être diffusé dans des millions de boîtes aux lettres à partir de début mars. Je vais organiser, puisque c'est mon rôle dans la campagne, 577 réunions publiques, une dans chaque circonscription pendant un mois, du 8-9 mars au 8-9 avril, une dans chaque circonscription, réunion publique, plus les meetings, plus les débats, et nous verrons que nous allons passer de la période de l'affirmation de la candidature, qui, je vous rappelle, a obtenu déjà près de 1200 signatures. On parlait des parrainages de ceux qui en manquaient, mais permettez-moi de rappeler quand même qu'Anne Hidalgo est très largement soutenue. Très largement soutenue. Et c'est aussi une forme de sondage. Elle est soutenue, mais pas par tout le monde. Vous avez lu, évidemment, vous avez vu, comme moi, entendu Ségolène Royal qui dit que le seul vote utile, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est quoi de la part de Ségolène Royal? Vous savez, j'ai lu dans la presse qu'elle est passée de désir d'avenir à désir de nuire. Vous savez, Ségolène Royal a soutenu Emmanuel Macron, puis après elle a soutenu Madame Pécresse, elle soutenait le Parti Socialiste quand elle voulait être sénatrice, et peut-être
peut-être que vous l'auriez eu à ce plateau à ma place, parce que l'ambition est grande chez Madame Royal. Donc, elle soutient aujourd'hui Mélenchon. J'ai envie de dire, regardons le prochain épisode pour savoir que la boussole de Madame Royal est manifestement soumise à beaucoup de forces tentatrices. Mais est-ce que sur les faits, alors au-delà en effet des expressions de Ségolène Royal, mais est-ce qu'elle n'a pas raison dans les faits, c'est-à-dire que le seul candidat capable de faire gagner la gauche à l'heure actuelle au premier tour, c'est Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, moi, je réponds à Mme Royal, qui d'ailleurs a très peu de soutien. Je réponds à Mme Royal que soutenir M. Mélenchon, cette gauche protestataire, incantatoire, qui est capable de défiler avec les frères musulmans, ce n'est pas ma gauche. Et donc, je le dis très simplement, non seulement nous sommes en concurrence, à gauche, ou à l'extrême gauche, en l'occurrence pour M. Mélenchon, avec ce qu'il représente en termes d'idées, mais que je combats une très grande partie. Il y a des choses qui me conviennent, sur le pouvoir d'achat, etc., mais je combats fortement les engagements de M. Mélenchon, qui me semblent dangereux, y compris en termes de laïcité. Un autre soutien qu'on attend, c'est celui de François Hollande, invité de BFM TV hier. Il n'a pas réussi à dire qu'il voterait pour Anne Hidalgo à la présidentielle. Alors, est-ce que c'est pas un peu quand même agaçant, ce flou entretenu par l'ancien président? Enfin, si vous êtes honnête, et vous l'êtes, je le suis. Il a dit, mais je me suis déjà exprimé sur le sujet, point barre. Bon. Pourquoi ne pas l'avoir dit hier? Eh bien, la réponse va être flagrante, puisque je vous confirme que François Hollande sera présent lors d'un prochain meeting de Madame Hidalgo. Quel meeting? Surprise. Oh quel suspense. Vous savez, les agendas sont ce qu'ils sont, mais il y a des meetings prévus à Rennes, à Limoges, à Toulouse, à Liège, à Paris. Oui, vous choisirez. Il ne se prépare pour les législatives, peut-être. C'est peut-être pour ça. Allez, dernière question, Julien. Non, mais c'est au sein des socialistes, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour demander une refondation du parti après l'élection présidentielle. Donc je suis. Voilà. Et le Parti socialiste doit-il disparaître pour sauver le socialisme? Vous savez, le PS n'a jamais disparu. Il a connu le congrès de Tours, il a survécu aux communistes au congrès de Tours, qui était majoritaire. C'était en 1920, c'est vrai que vous n'étiez pas né, moi non plus d'ailleurs, et heureusement. Il a survécu à la fin de la SFIO en lien avec la guerre d'Algérie pour faire le nouveau Parti socialiste et après le Parti socialiste. Non, mais est-ce qu'il faudra un congrès dès la fin des élections? Est-ce qu'il faudra qu'Olivier Faure remette son mandat en jeu? Je considère que la page d'Épinay est tournée, mais dans le même livre du socialisme français. Le socialisme français fait partie de notre vie politique depuis maintenant plus d'un siècle. Et je considère que la création d'Épinay, la création du PS à Épinay, 3 ans après 68, n'oubliez pas, était basée essentiellement sur nouveaux droits, nouvelles libertés. Ça a permis d'avoir changé la vie, le programme commun, etc. Aujourd'hui, les problématiques ont changé. Les nouveaux droits, nouvelles libertés, c'est toujours important. La lutte contre les inégalités sociales, ça reste essentiel dans notre combat politique. Mais la question de la République jusqu'au bout, la question du développement durable, aussi juste pour les plus pauvres, se pose et il faut rebâtir notre vision idéologique. Et moi, je ferai partie, en tout cas je le souhaite, de cette reconstruction. Non pas reconstruction pour acter une disparition, mais pour une transformation. Le phénix. La résurrection. Merci Patrick Caner. On regarde la une de La Voix du Nord, Julien, c'est le ras-le-bol des agriculteurs et c'est Lille. Pas de miracle pour le LOSC à Chelsea. Vous êtes optimiste pour le match retour, Patrick Caner? C'est pas fini. 2-0 à l'aller. 2-0 à l'aller, ça veut dire 3-0 au retour. Oui. C'est un peu compliqué, mais je serai, j'espère, présent le 16 mars, si la campagne me le permet. Les sondages sont... Merci beaucoup à tous les deux.